Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui va s'intéresser à l'intégration d'actifs non cotés dans vos contrats, donc PER, plan épargne retraite, en lien avec une actualité donc en lien avec la loi Industrie Verte qui impose désormais un minimum de non cotés dans les contrats PER, une loi qui entrera définitivement en vigueur le 24 octobre prochain. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Cédric Marc nous accompagne tout d'abord. Bonjour Cédric Marc. Bonjour Nicolas. Vous êtes associé gérant chez Patrimonio Finance, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Et nous avons le plaisir d'accueillir à vos côtés également Mathieu Broker. Bonjour Mathieu Broker. Bonjour Nicolas. Vous êtes président de Cedrus & Partners. Cedrus & Partners qu'on pourrait qualifier comme une entreprise d'investissement au niveau européen, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Vous faites du non-coté, mais pas que. Non. Mais on va parler de non-coté aujourd'hui avec vous et Cédric Marc. Peut-être première question, pour vous Mathieu Broker. Le 24 octobre, il faudra qu'il y ait du non-coté dans tous les PER. C'est ce que nous dit la loi Industrie Verte. On est à quelques jours finalement de cette entrée en vigueur. Est-ce que selon vous, l'industrie aujourd'hui est prête à faire en sorte que tous les épargnants aient du non-coté maintenant dans un contrat, dans un plan épargne retraite? Alors c'est tous les épargnants qui auront de la gestion pilotée. Oui, Ils bien sont sûr. obligés d'en avoir. La gestion libre, elle n'est pas soumise pour l'instant à la loi Industrie Verte. C'est une loi qui a été votée il y a 1 an. Les derniers décrets d'application avant l'été. Donc effectivement, c'est un peu court pour que l'industrie soit prête. D'accord. Parce qu'il faut créer un véhicule, le faire agréer par l'AMF, le faire référencer chez les assureurs. Tout ça, c'est un peu un parcours du combattant pour l'industrie. Mais l'offre se démultiplie et tous les gros acteurs américains, européens, français et les indépendants viennent sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, on n'est pas 100% prêt, mais dans les prochains mois, je pense que l'offre sera vraiment développée. Il y a quand même aujourd'hui une offre suffisante qui existe pour en intégrer dans les PER dès le 25 octobre ? Oui. Les assureurs ont fait un travail de référencement qui est déjà intense et qui va être mené à bien pour le 24 octobre. Cédric Marc, même question, mais peut-être côté épargnant. Est-ce que les épargnants avec qui vous échangez régulièrement sont conscients que maintenant il y aura du non-coté dans leur contrat de PER si jamais ils font de la gestion pilotée ? Et surtout, est-ce qu'ils comprennent tous ce que veut dire avoir du non-coté dans un contrat PER ? Bon, conscience, je pense pas, clairement non. Mais par contre, investir du private equity dans un PER, je trouve que c'est une super idée. Ok, c'est vraiment d'accord. Une bonne idée. Pourquoi ? Parce que quand vous mettez 100 et que vous êtes à une tranche marginale à 41%, donc tranche marginale à 41 aujourd'hui, bien évidemment. Bon, c'est-à-dire que votre net investi, il est à 59, donc vous avez tout à fait la possibilité d'investir sur des produits dynamiques, voire très dynamiques, et on peut considérer que le private equity doit être au niveau de la pyramide, ce qu'il y a de plus dynamique. Donc, si vous investissez 59, qui vous a coûté, enfin, vous investissant et coûté 59, vous avez la possibilité d'avoir un matelas de sécurité pour pouvoir avoir une approche très dynamique. Donc, je trouve qu'investir dans le private equity dans un PER, c'est super malin. Est-ce que l'offre pour autant est suffisante ? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on est déjà on parle de gestion pilotée, donc quand on est conseiller en gestion de patrimoine, est-ce qu'on a la main globalement sur ce qu'on va mettre dans un contrat comme private equity dans un contrat PER ? Soit on est de la gestion libre et on n'est pas concerné, mais on a tout à fait la possibilité d'investir sur des fonds de private equity, et ça je pense que il faut le faire. Il faut le faire. D'accord, dans tous les cas, vous dites dans tous les cas il faut le faire. Le private equity, il faut en faire aujourd'hui. Dans ce format-là, je trouve qu'on a le matelas de sécurité. D'accord. Donc il faut le faire. Et en plus, sur le PER, on investit chaque année. Donc on liste notre point d'entrée à travers différents millésimes. Donc je pense que c'est vraiment le truc qu'il faut faire. Pour répondre à votre question sur la gestion profilée, on n'a pas la main. On n'a pas la main, mais je trouve qu'en fait, le fait que ça soit imposé, ça va permettre de créer un flux sur ce secteur-là, sur tout ce qui va être small cap. Et donc peut-être qu'après 5 ans, je dirais, de non-performance, c'est peut-être effectivement grâce à ces flux qu'on peut s'intéresser à la dynamique européenne des small caps, parce qu'il va y avoir du flux. D'accord, donc en fait ça permet quoi ? Ça permet d'aller vers des investissements vers lesquels on ne serait jamais allé en gestion libre quelque part ? Où on n'a plus envie d'aller, parce qu'effectivement ça fait 5 ans qu'on nous dit que la performance n'est pas terrible, mais à l'image de la Chine depuis 1 mois. Il y a eu 3 ans catastrophiques, et puis tout d'un coup il y a un déclencheur, et puis il y a une appétence pour y revenir ou pas. Mathieu Broker, comment est-ce qu'on fait pour... alors effectivement, on n'a pas la main sur ce qu'il y a dedans, mais on peut quand même choisir les partenaires avec qui on travaille, les produits qui ont été conçus. Sur le non-coté ou le private equity, il y a
sûrement beaucoup de questions des épargnants, mais il y en a une qui revient régulièrement depuis que le private equity s'est ouvert au grand public, c'est comment est-ce que je fais pour être sur des deals qui sont des deals aussi intéressants que ceux auxquels avaient accès les gros institutionnels avant. Comment est-ce qu'on fait sa sélection lorsqu'on accompagne des épargnants dans leur stratégie d'investissement ? Ça, c'est la question centrale du private equity. Aujourd'hui, il y a 9000 gérants GP dans le monde, donc effectivement, les choisir, c'est déjà un premier travail colossal. Et même les plus grands investisseurs, nous on travaille avec une soixantaine de grandes familles européennes qui investissent depuis, pour certaines, 50 ans dans le private equity, depuis le début de la classe d'actifs, elles se font accompagner. Donc, il faut évidemment que les professionnels de la finance se fassent accompagner aussi sur ces sujets-là. Et après, c'est un travail tripartite, c'est un travail entre les CGP, les multifamily office, les assureurs et les asset managers, pour construire des véhicules qui vont répondre aux attentes des épargnants, sans transiger sur la qualité, sur les deals sous-jacents, comme vous disiez, qu'ensuite il soit validé, ce produit, par l'assureur, et puis exécuté par les meilleurs gérants de la planète. Mais aujourd'hui, ce qui se passe depuis, nous, ça fait 5 ans qu'on crée des produits à destination de la clientèle particulière et des intermédiaires financiers. Ce qui se passe aujourd'hui, 5 ans après, ça dépasse les espérances du début en termes de qualité de produits et d'accès à des gérants. Il y a vraiment une volonté forte de toute l'industrie d'aller vers la clientèle dite retail, mais avec les meilleurs gérants de la planète qui viennent sur ces sujets-là. L'investissement en non coté, si on parle de non coté, pour l'épargnant français, ça consiste à investir dans des entreprises françaises, des entreprises européennes, ça se cantonne à l'Europe ou ça va plus loin également ? Non, c'est le monde. Après, on parle souvent de private equity, l'investissement non coté, c'est plus vaste que ça. Bien sûr. Private equity, c'est des actions non cotées, c'est 99,99% des entreprises. En France, il y a 3 000 entreprises cotées, 3,6 millions d'entreprises. Donc, c'est toutes les entreprises auxquelles on a accès à l'échelle du monde. C'est aussi des infrastructures. Les infrastructures, c'est les réseaux de fibres, les autoroutes, les énergies renouvelables. Enfin, c'est tout ce qui est essentiel à la société. C'est l'immobilier. L'immobilier au sens, on transforme des actifs. C'est par exemple ce que font les promoteurs immobiliers depuis toujours. Bien sûr, on investit dans des entreprises spécialisées en immobilier, mais on n'est pas dans l'achat de meubles. Là, pour le coup, c'est une autre activité. Mais exactement. On l'achat d'immeubles, des actifs et on les revend plus cher. Donc ça, c'est une autre classe d'actifs des actifs privés. Et puis il y a la dette privée, évidemment, où là, on prête à des entreprises de côté. Cette fameuse dette privée, peut-être, je vais vous poser la question à tous les deux. On va continuer avec vous, Mathieu. Cette fameuse dette privée dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, en lien notamment avec la hausse des taux, donc qui vient de se terminer, ou en tout cas là on est plus dans un mouvement descendant, que ce soit du côté de la Fed ou de la BCE, mais on a beaucoup parlé de la dette privée parce que justement il y avait ce matelas qui apportait de la performance et puis ensuite on allait en chercher un petit peu plus sur la dette privée. Est-ce que dans un contexte de baisse de taux des banques centrales, ça reste intéressant aujourd'hui ? Nous on a une vision un peu contrariante sur ce sujet. D'accord. Parce que hausse des taux, ça veut dire aussi hausse du coût de la dette pour l'entreprise. Bien sûr. Donc on fragilise aussi les bilans des entreprises. Plus la dette est chère, plus c'est difficile de la rembourser. D'accord. Avant la hausse des taux, donc plus l'entreprise rembourse cher l'épargnant qui a prêté de l'argent, mais plus ça fragilise la santé économique de l'entreprise. Exactement. D'accord. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que avant la hausse des taux, 47% de l'EBITDA des entreprises sous LBO aux US, ils servaient à rembourser la dette. Et ça, c'était avec des taux à 5% aux US, on est monté jusqu'à 9-10% pour cette dette privée-là. Donc, quand vous doublez le coût de la dette, mécaniquement, vous fragilisez les entreprises. Donc, il faut faire attention à ça. Et nous, on voit ça plutôt d'un bon œil, la baisse des taux. Effectivement, il y a moins de rendement, mais le couple rendement-risque, il nous semble plus attractif parce qu'on sera au-dessus des taux à zéro qu'on a connus pendant 10 ans, mais avec moins de pression mise sur la capacité de remboursement des entreprises. Donc, au contraire, nous, on réfléchit à revenir sur la dette, ce qu'on avait un peu freiné pendant la hausse des taux. D'accord. Okay. Cédric Marc, vous partagez cet avis. Effectivement, on rappelle que le non-coté, c'est un investissement de long terme. Avoir des entreprises saines financièrement, même si c'est un peu moins de rendement quand on fait de la dette privée, ça reste intéressant. Je pense que ce qu'il faut pour notre métier, quel est-il ? Nous sommes des allocataires d'actifs. Et à ce titre-là, sur la classe d'actifs du non-coté, il faut acheter de l'action, bien sûr de la dette, et puis à l'intérieur, il faut aller chercher en fait différentes stratégies. Des stratégies, qui peut être soit du capital développement, du capital transmission, voire du secondaire, c'est-à-dire que c'est des fonds qui sont en fin de vie, et il y a d'autres fonds qui rachètent d'autres fonds, et vous en avez des centaines de fonds à l'intérieur du même fonds qui permet avec une décote généralement de 10 à 15% de pouvoir déjà acheter moins cher et puis de s'en sortir et d'avoir un retour sur investissement qui va être intéressant. Moi, j'imagine, en fait, ce que je dis aux clients, c'est que dans la décennie passée, on espérait, dans ces folles années, avoir une performance entre
15 et 20%, je dirais, sur un portefeuille de prêt equity. Bon, j'imagine que cette prochaine décennie, on sera plutôt dans une rentabilité entre 10 et 15. Mais par contre, il faut diversifier. Mais alors, justement, c'est la grande question quand même pour les épargnants en particulier, parce que l'ouverture du capital investissement ou du non-coté aux épargnants en particulier est assez récente, et la prise de conscience que la possibilité d'investissement en private equity est encore plus vaste, ou en tout cas aussi vaste que les marchés financiers cotés, se fait petit à petit. Comment est-ce qu'on fait son choix et comment est-ce qu'on diversifie au sein d'un portefeuille, sa poche private equity, alors même que le private equity vient diversifier une stratégie d'investissement? Alors, deux remarques. Déjà, je pense qu'il faut le faire pour soi. Il faut que le CGP il le fasse pour soi, d'accord, qu'il est bien analysé. Et puis, il faut se faire aider aussi par des sociétés telles que Cedrus, qui ont l'expérience, ont des outils. Et je pense qu'il y a un mix entre les deux. Et voilà. Mathieu Broker nous, on est des fervents défenseurs de la diversification. Elle a lieu sur le côté. Il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas faite sur le non-côté pour plein de raisons. Après, ça coûte cher le private equity. Ouais. Nous, les fonds de fonds que l'on construit pour nos partenaires CGP, si vous devez faire la même allocation seule, il faut mettre 75 millions chaque année. Ouais. Et pendant 4-5 ans, on va avoir des retours de flux. Donc, c'est des programmes de plusieurs centaines de millions. Même les plus grandes familles d'investisseurs, elles ne sont pas capables de le faire. C'est pour ça qu'aux États-Unis, les fonds de fonds sont très développés, aussi bien auprès de la clientèle privée que des grandes familles, des endowments, donc les associations des grandes universités ou les fonds de pension. Et ça, c'est une classe d'actifs à part, parce qu'à l'intérieur du même fonds, vous allez avoir 10 fonds sous-jacents, 500 entreprises, Cédric en parlait, vous avez une diversification naturelle. Et ça, je pense que c'est la meilleure façon de le faire pour un client particulier aujourd'hui, c'est de passer par ce type de véhicule-là, pour avoir à la fois plusieurs moteurs de performance, mais aussi une granularité des risques. Mais alors là, justement, le fait que ce soit obligatoire en lien avec la loi Industrie Verte dans tous les PER qui font appel à de la gestion pilotée, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des fonds suffisamment conséquents pour les particuliers, même si le ticket d'entrée sera beaucoup plus faible, Cédric Marc. Et puis surtout, c'est que ça va apporter de la liquidité. Parce qu'en fait, il y a 10 ans de ça, en fait, c'était les très riches. Après, il y a eu les moins riches. C'est-à-dire, et donc depuis 1 ou 2 ans, on peut rentrer sur des fonds de private equity à partir de 100 000 euros. À travers le PER, le ticket minimum, parfois, c'est 100 ou 1000 euros. Donc, en fait, il ne faut pas sous-estimer en fait, ce flux-là. Et l'industrie, je pense, du private equity, enfin, l'industrie du non-coté. Du non-coté, on parle de non-coté, effectivement. Le private equity du non-coté, elle a bien compris ça. Elle a bien compris, en fait, que ça peut permettre de capter ce flux de particuliers et qui va assurer la liquidité future. Parce qu'on se rend compte aussi que les méga-fonds, aujourd'hui, ils n'arrivent pas tous, comment dire, à atteindre leur hard cap initial. Et c'est pour ça que potentiellement les particuliers peuvent venir aider à venir combler peut-être un manque d'investissement dans la dernière ligne droite, c'est ça ? Je l'imagine, parce qu'effectivement, en 2010, si vous n'aviez pas 2, 3 ou 5 millions, c'était compliqué d'accéder aux belles signatures. 5 ans après, c'était 500 000. Il y a 2-3 ans, c'était 100 000. Et dorénavant, avec le PER et cette fameuse loi Industrie Verte, ça permet de donner une opportunité à tout le monde. On va malheureusement devoir s'arrêter ici, mais on en reparlera sur le plateau Smart Patrimoine. Merci beaucoup Cédric Marc, merci Mathieu Broker de nous avoir accompagnés sur le plateau. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.